Pascal Antonini, je suis vice-président d'une association qui s'appelle ISACA AFAI, chapitre français de l'ISACA. Je suis également associé dans un cabinet qui s'appelle TNP Consultant, après avoir passé pas mal d'années chez EY. Je vais présenter mes amis qui sont sur la table ronde. Je vais commencer par le bout. Donc, Cyril Badeau, vous êtes vice-président Europe chez Threat Quotient, en charge de la stratégie de développement pour la région Europe. Et vous avez auparavant une grande expérience auprès de différents éditeurs de sécurité. Voilà. Ensuite, Alexandre Dulaunoy, qui nous vient de Luxembourg, du Circle Luxembourg, Computer Incident Response Center à Luxembourg, qui intervient dans le domaine de la recherche et de l'opérationnel. Il nous expliquera tout cela, et est aussi développeur d'outils open source et porte notamment un projet qui s'appelle MISP, dont il pourra nous parler un petit peu également. Benjamin Morin, vous êtes chef de division de la détection, du CERT-FR à l'ANSSI. Vous avez une expérience, là aussi, une carrière d'expertise technique au sein de l'ANSSI, mais aussi d'Orange Labs. On pourra échanger. Puis Fabien Lemarchand, Head of Security de ManoMano. Vous nous parlerez de ce que vous faites au sein de ManoMano, et puis notamment d'expérience dans le domaine du bug bounty. Alors, pour planter le décor et pour commencer, donc, le sujet de la collaboration avec l'ensemble de l'écosystème dans le domaine de la cyber prend une importance sans cesse croissante, notamment dans le cadre de l'augmentation des incidents et des attaques, et évidemment la nécessité de réagir le plus rapidement possible. Cette collaboration, elle passe forcément par l'échange de renseignements et le lancement d'actions qui doivent être structurées. Donc pour ce faire, améliorer l'intelligence collective est un impératif, et il s'agit d'aider et de développer le partage de la situation opérationnelle, de contextualiser et hiérarchiser les alertes, d'orchestrer tout cela et de suivre la réponse à l'incident. Donc on va évoquer avec nos invités ces différents sujets liés aux enjeux de la collaboration, les pratiques mises en œuvre, mais également les initiatives qui ont été lancées en France et en Europe. Alors on va commencer par parler des processus que l'on peut mettre en place en interne au sein de l'entreprise, et notamment dès lors que l'on parle de 3 étapes essentielles, comment se préparer à une attaque, donc comment anticiper les menaces, comment peut-on ensuite détecter ces attaques, et lorsque l'attaque arrive, comment répondre à un incident de sécurité. Et donc je vais poser une première question à Benjamin Morin. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ces 3 étapes sont mises en œuvre, notamment au sein de l'ANSSI, et comment vous vous êtes organisé? Avec grand plaisir. Donc effectivement, je peux vous parler de l'organisation au sein du CERT-FR, de ces 3 grandes étapes. Donc je vais parler alternativement de CERT-FR ou de SDO. SDO, c'est la sous-direction opération à l'ANSSI. Autrement dit, la SDO et l'implémentation du CERT-FR. Et donc, cette sous-direction opération, elle est constituée de 3 divisions métiers qui s'occupent respectivement de capitalisation d'informations sur la menace, de connaissances sur la menace, une division qui est chargée de détecter cette menace, et une 3e division qui s'occupe de la réponse aux incidents. Donc évidemment, étant donné la taille de cette sous-direction opération, il a fallu évidemment spécialiser ces différents métiers, et donc le besoin de structuration des informations et de collaboration entre les équipes est évidemment crucial en interne. Donc comme je disais, on a une division connaissance et anticipation dont le rôle est de capitaliser de la connaissance sur les modes opératoires d'attaque, sur les vulnérabilités, sur les caractéristiques des codes malveillants,
Cette connaissance, elle vient des travaux internes de l'ANSSI, mais elle vient également de partenariats qu'on peut avoir à l'extérieur. Cette capitalisation, elle se concrétise notamment par la production de mémos sur la connaissance de la menace, de marqueurs évidemment, et ces marqueurs sont transmis à la division détection. Division détection qui opère un service de supervision, un SOC, au profit des services de l'État. Et donc cette division détection conçoit, développe, opère, exploite des dispositifs de détection qui sont déployés dans les différents services de l'État. Au titre de l'exploitation des alertes qui sont produites par ces dispositifs, il peut arriver qu'on détecte des attaques, effectivement. Et donc, une fois la qualification de ces alertes et qu'on arrive à la conclusion, effectivement, qu'il y a un incident avéré, la division détection passe la main, fait un signalement à la division réponse. Division réponse qui va traiter l'incident en lien avec la victime. Cette division réponse, certes, reçoit ses signalements de la division détection, comme je viens de le dire, mais elle reçoit également des signalements de l'extérieur et elle est susceptible d'intervenir évidemment au profit des services de l'État, mais également à l'extérieur. Et donc, comme je disais, compte tenu de la spécialisation des différents métiers au sein de la SDO sur ces 3 divisions métiers, il a fallu mettre en place des processus pour faire tourner ce qu'on appelle en interne ce hand spinner avec les 3 piliers que je viens de décrire, que sont la connaissance de la menace, la détection et la réponse. Alors pour compléter le décor, il y a une 4e sous-direction, une 4e division, pardon, qui s'occupe de la conception et de la mise en œuvre de l'infrastructure technique au profit des 3 autres divisions métiers. Puisque, on en reparlera évidemment dans la suite de cette table ronde, l'outillage est absolument essentiel pour faire fonctionner ce hand spinner. Oui, en effet, on reparlera de ce sujet d'outillage. Je vais me tourner vers Alexandre. Est-ce que vous pouvez nous présenter quels sont les moyens qui ont été mis en place pour collaborer au niveau international et justement échanger ? C'est une bonne question parce que le niveau international, et Benjamin vient de le mentionner, il y a beaucoup d'informations qui viennent de partenaires. Et si vous vous rappelez, il y a plus ou moins 30 ans, il y a eu un incident de sécurité informatique qui est resté dans la mémoire, qui s'appelle le ver de Maurice. Et le ver de Maurice, en fait, avait attaqué plusieurs infrastructures aux États-Unis. Le début d'Internet était complètement down, et à cause de cela, une organisation a été créée. Donc c'est début des années 90, ça fait maintenant plus de 30 ans. Cette organisation s'appelle FIRST. Peut-être certaines personnes d'entre vous la connaissent. C'est une organisation internationale multiculturelle qui regroupe en fait tous les CERT de tous les pays, soit des CERT publics, par exemple l'ANSSI fait partie, Circle en tant que CERT national Luxembourg fait partie aussi, mais aussi des CERT dits privés, donc d'entreprises privées ou d'organismes. Par exemple, il y a des CERT comme Total en France, par exemple, qui sont chez First, et cet organisme en fait sert de collaboration. Donc il y a un problème majeur dans l'échange d'informations qui est la confiance. Avez-vous confiance en partageant des informations à un tiers? Et cette confiance, en fait, First la crée tout simplement en faisant régulièrement des meetings physiques où les gens se rencontrent, peuvent discuter de problématiques qui sont liées à la réponse sur incident. Ça va de processus jusqu'au l'outillage qu'on a mentionné qui est très important. Et donc First est vraiment un plateau d'échange d'informations. Et dans ce cadre-là, par exemple, il y a un outil MISP qui a été déployé pour les membres First, qui peuvent alimenter la base, mais aussi partager et activement partager l'information en temps réel sur des indicateurs, des marqueurs qui permettent en fait de chercher de l'information si vous êtes compromis ou autre. Donc ça, c'est une collaboration internationale qui marche pas mal. Il y a des équivalents trans-européens, donc il y a First, mais il y a aussi TFC-CIRT qui est plutôt sur la partie européenne. Et il y a certains groupements de CERT qui sont plutôt sectoriels au niveau international. Et entre ces CERT, il y a aussi des échanges. Donc par exemple, il y a des ISAC qui sont sectoriels, qui sont aux États-Unis ou en Europe. Il y a des ISAC par exemple sur d'énergie en Europe, il y en a aux États-Unis. Et ces ISAC sont aussi connectés via First et échangent de l'information en temps réel. Un grand merci. Je me tourne maintenant vers Cyril. Cyril, quels sont les
les grands enjeux de collaboration en interne dans l'entreprise, quels sont les points essentiels auxquels il faut répondre et surtout prêter attention. Alors, en effet, il y a un paradoxe entre les initiatives d'échange qui ont commencé il y a 30 ans entre organisations, États, organisations privées, et la façon dont nos opérations de sécurité dans les entreprises ont évolué sur les 15-20 dernières années. Pour nous mettre un peu les pieds dans le plat, on collabore beaucoup moins en interne que finalement on collabore en externe. Dans la plupart des grandes organisations, pour pouvoir assumer le métier d'opération de sécurité, on a été amené à siloter dans pas mal d'endroits. Donc plus la société est importante, plus on va avoir ces notions de silo de manière importante, où des gens sont spécialisés, comme le disait tout à l'heure Benjamin, sur la détection, d'autres sur la réponse, d'autres sur le patch management, d'autres sont en charge de la sécurité périmétrique, d'autres sont en charge de endpoint pour certaines organisations. Et puis on s'est rendu compte qu'en structurant de cette manière-là, la collaboration devenait assez difficile. Et le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure au CRTFR, il n'existe pas partout aujourd'hui. Et 90% de l'activité de nos équipes à nous, c'est d'accompagner nos clients pour mettre en place un cercle vertueux de partage et de collaboration interne dans les organisations. Quand on est sur une grosse organisation avec tous ces silos, de plus est, quand on a des filiales dans différents pays, on peut avoir des périmètres différents avec de multiples SOC, de multiples équipes de réponse à incidents. C'est pas simple. On va pas pouvoir faire un meeting tous les lundis matins, tous ensemble, pour pouvoir synchroniser. Donc la manière la plus simple pour pouvoir mettre en place une collaboration, qu'elle soit active ou passive, je reviendrai sur le passif après, c'est de s'appuyer sur le renseignement sur la menace, qui, quand on le dit comme ça, le cyber-renseignement, ça fait un peu pompeux et on pense tout de suite à une approche, on va dire, très très haut niveau. En fait, le renseignement sur la menace au sein d'une entreprise pour permettre la collaboration, c'est juste un langage commun qu'on va établir qui caractérise la menace telle qu'on l'entend au sein de l'entreprise, telle que c'est aligné avec notre risque géré. Et puis sur cette structure de données, ce langage commun qui est établi pour tout le monde, comme c'est carré et défini, on peut faire de l'automatisation. Et pour que tout le monde puisse collaborer sans se voir tous les lundis matins quand on est quelques milliers, il faut que le renseignement arrive dans les outils de chacun de ces métiers, dans la plateforme de la personne qui s'occupe de détection, dans la plateforme de la personne qui s'occupe de patch management, pour qu'il sache quel est le premier patch qui doit passer absolument par rapport à la menace prioritaire qui est gérée dans l'organisation. Pour mettre ça en place, donc il faut une infrastructure technique qui puisse gérer cette notion de renseignement sur la menace telle qu'il nous intéresse. Et il faut commencer par définir la structure de données. En fait, il y a des standards qui existent pour pouvoir partager entre pays, entre organisations du renseignement, mais on a très vite une problématique qui est associée au métier. Si je suis une banque, moi, il y a une partie de mon risque qui correspond à la fraude bancaire, par exemple. Donc j'ai des analystes, des équipements techniques qui vont manipuler des objets qui sont associés à la fraude bancaire. Par exemple, je vais manipuler des notions d'IBAN. Si par contre je suis un industriel, un risque important pour moi, c'est la continuité de service sur mes environnements industriels. Donc déjà, on n'a probablement pas les mêmes adversaires, étant une banque ou un industriel, mais surtout en interne, on ne manipule pas les mêmes objets. Donc moi, les IBAN, je ne vais pas en faire grand-chose. Donc on va d'abord devoir travailler au sein de l'organisation à définir, pour notre organisation, si on doit définir la menace, on s'appuie d'abord sur un standard, mais quels sont les objets dont on a besoin, quelles sont les choses qu'on consomme en interne. Une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir monter ça sur une plateforme qui va nous permettre de consommer du renseignement externe et du coup de bénéficier de partage extra-entreprise. Et on va automatiser pour avoir des actions toutes bêtes. Je vais donner juste un exemple pour vous donner une idée. On a plusieurs filiales et le SOC en France va détecter une attaque le lundi, une le mardi, une le mercredi. Puis on se rend compte que en fait, les trois, d'un point de vue du renseignement, sont liés au même adversaire ou à la même campagne d'attaque. Et puis comme on partage au sens du renseignement, on dispose de plein d'autres informations, c'est-à-dire d'autres variantes d'attaque de ces mêmes adversaires qu'on n'a pas encore détectées sur cette filiale-là. Ça serait intéressant que déjà l'ensemble des informations, pas seulement les trois qu'on a détectées, mais tout ce qui est connexe,
partent en priorité haute en détection dans l'ensemble des SOC de mes filiales. Et puis, si on l'a détecté 3 fois et qu'on a un incident avéré, validé, peut-être que même ces éléments, on va vouloir les mettre en blocage sur toutes les sécurités périmétriques de absolument toutes nos filiales. Mettre ça en place, si on n'a pas un process d'automatisation, pour beaucoup d'organisations, c'est un travail au travers de process de change management qui peut durer d'une journée à 1 à 2 semaines. Ce n'est pas la vitesse des attaquants, il faut que ça se fasse dans l'heure. Donc l'utilisation du renseignement et de l'automatisation va permettre de forcer ce type de collaboration. L'exemple que je viens de donner, savoir proposer un blocage périmétrique de l'autre côté de la planète parce qu'ici on vient de détecter un ensemble de choses qui nous ramènent à un adversaire, ça c'est de la collaboration passive, ils ne vont même pas s'appeler, ils vont peut-être même pas savoir qu'ils sont en train de bloquer de l'autre côté de la planète parce qu'on a détecté ici. C'est le genre de collaboration qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir combattre l'action qui est en face, parce que les méchants collaborent très très bien entre eux, et donc il faut qu'on casse un petit peu les silos chez nous. Grand merci Cyril. Alors je vais me tourner vers Fabien, puisque on le voit, on peut parler d'organisation internationale, de processus que l'on peut mettre en place, de tous les outils qu'on pourra d'ailleurs détailler un petit peu ensuite, mais il y a l'humain au milieu de tout ça. Fabien, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience de ce que vous avez fait et de ce que vous mettez en place au sein de Mano Mano? Merci Pascal pour cette question. Et effectivement, je vais plus vous parler de la collaboration interne dans un premier temps et la partie externe plus tard. Et pour vous partager mon expérience chez Mano Mano, j'ai rejoint Mano Mano il y a un peu plus de 2 ans, dans un contexte où c'était une entreprise de moins de 10 ans, en hyper-croissance, et à devenir un vrai leader européen. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, Mano Mano est une plateforme de bricolage, de jardinage en ligne. Et la chance que j'ai pu avoir, c'était de partir d'une feuille blanche. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de mettre ce sujet au cœur de la stratégie, puis surtout d'apporter une approche un peu repensée, intégrée, créative, et trouver l'impact maximum pour une entreprise comme Mano Mano. Et en partant de la feuille blanche, donc la stratégie que j'ai mis en place cybersécurité avec mon équipe, il y a 2 piliers. Seulement 2 piliers, et le premier c'est l'humain. Donc ça tombe bien, c'est un vrai sujet, où les premières actions qui ont été menées n'ont pas été techniques, mais ont été humaines. C'est-à-dire que on a mis en place une forte croyance que l'humain est le maillon fort, mais pas le maillon faible pour protéger l'organisation. Donc ça veut dire que nos premières actions, ça a été de la communication, de la collaboration, comme on a pu en parler tout à l'heure, mais de la collaboration ouverte et transparente. Essayer de rendre le sujet visible, clair, compréhensible, donc passer du temps, communiquer, participer à l'ensemble des stand-up, des tech roadshows, des compagnies meetings, à tous les niveaux, autant au niveau de l'exécutif qu'au niveau des développeurs ou dans les entrepôts. Donc il y a eu un vrai travail de rendre le sujet cybersécurité, de le sortir un peu pas de l'ombre, mais le rendre visible, concret et très clair, compréhensible, pour nous permettre de construire cette collaboration bidirectionnelle, montrer notre ouverture et montrer que sans collaboration, on ne pourra pas mettre la meilleure stratégie qui va répondre aux vrais enjeux, à la menace, aux risques et puis à leurs besoins par rapport à ça, et surtout de démontrer de la valeur. Et donc il y a eu un gros travail de créer ces liens-là. Et pour continuer sur le côté humain, on s'est basé sur notre deuxième pilier, sur laquelle repose la stratégie cybersécurité chez Mano Mano, c'est l'offensif. Et comment on l'a appliqué sur l'humain? C'est-à-dire qu'on a entraîné nos collaborateurs. Le mot entraîner est important, on n'a pas sensibilisé, on a entraîné. C'est-à-dire qu'on s'est tous mis d'accord depuis le début, c'est qu'on allait les piéger en conditions réelles, à égalité, donc autant les exécutifs que les développeurs que les autres métiers business, et donc de les piéger. Donc après des tests très large, ça peut aller de la clé USB, intrusion physique, du phishing vocal par téléphone, du ransomware, beaucoup de sujets comme ça qui avaient du sens par rapport à l'écosystème Mano Mano et par rapport aux menaces qu'on avait pu étudier, et donc de les piéger, et tout de suite après, de façon totalement ouverte et bienveillante, de faire des rétrospectives, de leur expliquer la réalité, pourquoi, la valeur que ça a apporté, et effectivement les entraîner en continu comme ça et les piéger régulièrement. Et donc on a vraiment mis cette démarche en place pour créer cette culture sécurité forte, donc autant au niveau de la collaboration bidirectionnelle qu'au niveau de l'entraînement, pour avoir, on va dire, une extension de l'équipe sécurité et que le sujet soit un sujet d'entreprise et de créer de la valeur et surtout de la compréhension. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler d'un sujet de sécurité ou d'une mesure de sécurité, on va démontrer pourquoi c'était important, pourquoi ça va apporter de la valeur et en quoi ça va répondre, et ça va les aider à réaliser à 100% leur travail. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, sur le côté humain,
qui ont été au final les premières actions avant de mettre des mesures techniques de sécurité. Ça a vraiment été sur la partie communication pour créer le lien ouvert et transparent et les entraîner. Parce que, quelles que soient les technologies, après c'est une croyance, et je parle de mon expérience, c'est quelles que soient les technologies et les processus, la majeure partie du temps, la dernière action qui va permettre le succès d'une cyberattaque, souvent c'est encore une action humaine. Donc on voulait mettre cette partie-là et puis surtout créer des bases très fortes. Une fois qu'on a une culture et qu'on a une compréhension de la cybersécurité, après pour déployer des stratégies beaucoup plus techniques, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'effectivement on a l'appétence, on a l'adhésion et on a une compréhension pourquoi on va dans cette direction-là et quelle valeur ça va apporter pour l'entreprise et pour le collaborateur. Donc il y a eu un gros travail dans ce sens-là. Et après, on allait vraiment sur une démarche donc, de Red Team par rapport à l'équipe sécurité, composée majoritairement de hackers éthiques. Donc ça nous a permis de faire beaucoup de Red Team et de développer cet esprit de Blue Team, mais pas une Blue Team spécifique, mais une Blue Team à travers l'entreprise. Donc autant quelqu'un au service comptable qu'un développeur que quelqu'un au board a sa mission également de Blue Team. Donc voilà, c'est l'expérience où on a fait un gros travail sur cette partie-là, sur le côté humain, et qui aujourd'hui nous aide énormément pour adapter et apporter des éléments qui vont s'adapter à une société comme ManoMano qui est en hyper-croissance où ça va très très vite, que ce soit autant en termes organiques qu'en termes technologiques et en termes de visibilité. Et ça nous apporte beaucoup de flexibilité et d'agilité. Et avant tout aussi, d'avoir ce retour d'information des équipes pour comprendre aussi la réalité des risques, des menaces et des enjeux auxquels il faut répondre par rapport à d'autres. Donc voilà, on va dire, de ce retour d'expérience ManoMano. Un grand merci. Donc on le voit, on a posé les bases, les grands enjeux et les grands principes au niveau international, au niveau interne. On a traité de l'humain. Maintenant, je voudrais me tourner vers Benjamin puisqu'on va aborder un peu une question de comment on peut partager, comment organiser cette collaboration, comment mettre en place surtout des dispositifs automatisés de collaboration. Et Benjamin, d'un point de vue, vous allez nous expliquer comment on peut finalement utiliser les pratiques de développement pour aider à l'automatisation de ce partage et notamment à améliorer les fonctions de détection mais aussi de réponse. Ouais, alors depuis quelque temps, on entend parler d'une pratique qui s'appelle Detection as Code et à laquelle je souscris, qui consiste grossièrement à s'inspirer des pratiques modernes de développement logiciel, le DevOps pour nommer la chose, et à appliquer ces méthodes au domaine de la cybersécurité. Alors pourquoi est-ce que je trouve cette idée tout à fait pertinente? On l'a déjà largement évoqué déjà, mais avant tout, il faut qu'on automatise le plus possible tous les maillons de la chaîne. Alors pourquoi automatiser? Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais d'abord parce que on n'a pas le choix. L'attaquant ne nous laisse pas le choix. Lui, il est très agile, il est très rapide, et donc cette automatisation, elle vise en premier lieu à se battre à armes égales face à l'attaquant. Et sans même considérer l'agilité des attaquants, par ailleurs, l'automatisation, elle est rendue indispensable pour que les équipes d'analystes qui traitent les alertes puissent avoir une chance d'absorber cette masse d'informations qui leur arrive. Sans automatisation, c'est totalement illusoire de penser que des analystes humains pourront traiter la masse d'informations. Et la troisième raison pour laquelle je pense que l'automatisation est essentielle, c'est que je crois que l'automatisation est un facteur de collaboration et non un facteur de silotage. Pourquoi est-ce que je pense que l'automatisation est un facteur de collaboration? Parce que l'automatisation, elle suppose une structuration des données, on en a déjà un peu parlé avant, elle suppose une structuration des connaissances, et donc en s'assurant que chaque acteur dans la chaîne de traitement des incidents structure son information et la rende actionnable pour l'acteur suivant dans la chaîne, eh bien, on impose d'une certaine manière aux gens de se parler, qu'ils parlent le même langage, pour rendre cette chaîne véritablement automatisable. De ce point de vue-là, puisqu'on parle de langage, je considère que la Mitre-Attaque est une excellente initiative qui va parfaitement dans le sens d'avoir un langage commun.
entre les acteurs de la chaîne. Je laisserai évidemment Alexandre en parler plus amplement parce qu'il connaît très bien, il connaît le sujet, mais MISP est également un projet qui est qui va tout à fait dans ce sens-là. On a besoin que nos analystes, à l'issue de l'analyse d'un code malveillant, à l'issue de l'analyse d'un mode opératoire d'attaque, à l'issue d'une investigation, on a besoin que nos analystes transcrivent leur expérience, leurs connaissances dans une base structurée, de sorte que ensuite on puisse exploiter automatiquement ces informations pour les mettre en détection, typiquement. Donc j'ai mentionné MISP, je peux également mentionner le projet OpenCTI qui va également dans ce sens-là, dans le sens de structurer la connaissance dont on dispose sur les modes opératoires d'attaque. Donc on a parlé des marqueurs, on a parlé des indicateurs, de la nécessité de les structurer. Je crois aussi que la communauté bénéficierait d'un format structuré de ce qu'on appelle les playbooks pour automatiser et rendre exécutables les procédures de qualification des alertes et les investigations. C'est très bien de documenter dans un wiki la façon de traiter une alerte ou la façon de mener une recherche d'antériorité, de mener des investigations. Tant que cette connaissance, cette expertise n'est pas structurée, elle donne lieu à des opérations manuelles par les analystes qui sont déjà submergés, et donc on n'a pas gagné. Donc en ayant un format structuré de playbook, on permet aux analystes de consacrer plus de temps à patcher ou améliorer des procédures qu'ils ont élaborées, en créer de nouvelles, plutôt que de les exécuter manuellement. Donc là, je crois qu'il y a quelques initiatives qui vont dans ce sens-là. Je crois qu'il faut vraiment développer cette idée de playbook et de structuration donc, de ces playbooks pour qu'ils soient véritablement exécutables. Alexandre, peut-être un mot sur MISP, puisque Benjamin en a parlé, et puis peut-être une question complémentaire que je peux avoir, puisqu'on parle de MISP, on parle d'OpenCTI, il y a peut-être aussi d'autres approches. Comment ces approches peuvent malgré tout converger et ne pas être nécessairement concurrentes? Donc, en fait, je rejoins tout à fait ce que Benjamin a mentionné, principalement sur la partie structuration de données, etc. Le micro fonctionne. Ça marche? Oui, très bien. En fait, la structuration de données, c'est en effet un moyen de se rencontrer. Et je crois que je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on utilise des modèles, des structures de données qui sont communes à travers les groupes, ça facilite les choses. Ça facilite en effet l'automatisation. Ça peut aussi faciliter la compréhension et l'interprétation des données sur le côté humain des choses. Donc, par exemple, le partage de taxonomie, de classifications spécifiques, etc., qui sont les mêmes, avec la même interprétation. Là, je vous rejoins sur la partie humaine qui est très importante, puisque vous partagez de l'information, mais si vous avez une autre interprétation de l'information qui est partagée, c'est une source de problème. Et donc, en effet, dans ce cadre-là, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Maitrey Attack a été une des grosses étapes pour, en tout cas, définir les techniques que les attaquants utilisent, puisque justement, c'était une question d'interprétation, de savoir exactement dans quelle catégorie est-ce qu'on met un type d'attaque dans les kill chains, etc. Donc, les toutes premières versions de Lockheed Martin sur les kill chains ont mis un peu l'étape, et puis après, ça a été plus évolué. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives qui vont dans le sens des playbooks et surtout d'avoir des éléments communs qui peuvent être utilisés dans les playbooks. Par exemple, il y a une initiative qui s'appelle Sigma, qui est très intéressante parce qu'elle décrit comment chercher l'information, par exemple, dans un SIEM, mais en étant de façon méta-générique, ce qui veut dire que ça peut être converti pour l'outil que vous allez avoir en interne pour votre recherche, que ce soit un Elasticsearch, un Splunk ou ce que vous pouvez imaginer, même un grep. Et Sigma a permis ce genre de choses. Et en effet, il y a encore certains manquements, en tout cas de colle entre ces différents systèmes pour les décrire, les connecter ensemble. Sigma, par exemple, est un élément de brique. Yara, par exemple, est un élément de brique qu'il faut utiliser. Je sais que, par exemple, l'ANSSI fournit pas mal d'indicateurs en des règles Yara pour pouvoir découvrir soit du malware, mais aussi d'autres choses. Et ces informations-là, en effet, devraient être mieux décrites. Et il y a quelques formats qui sont en train d'apparaître sur la description de Playbook. Quel standard sera le prochain, ça c'est pas le plus important, mais c'est que le plus important, c'est que les outils le supportent. Et donc vous parliez des différents outils, et je crois que dans les outils, il n'y a pas spécialement de concurrence, en tout cas dans les outils open source, même dans les outils propriétaires.
ce qui serait important, c'est qu'on voit le succès vient des connecteurs. S'il y a un outil, s'il y a une connexion, par exemple, entre MISP, OpenCTI et TradeQuestions, ça permet aux utilisateurs de pouvoir avoir plusieurs outils, parce que chaque outil a des utilisations différentes. Par exemple, MISP a un gros focus sur la partie partage d'informations, TradeQuestions, OpenCTI sur la représentation d'informations et sur la structuration générale de l'information. Donc, il est très courant d'avoir des organisations utilisant plusieurs outils. Et pour ce faire, c'est la partie automatisation. Donc, ce qui est important, c'est que les gens aient les capacités, et les organisations aient les capacités de connecter ces outils entre eux. Donc, ça demande peut-être un peu plus d'expertise, mais d'augmenter en fait les capacités de votre équipe à travailler sur la partie connexion, API, etc. J'en reviens avec la discussion qu'on a eue à un autre table ronde hier sur qu'est-ce qui manque actuellement pour pouvoir s'assurer que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'outils propriétaires qui n'ont toujours pas d'API pour l'interagir avec des outils qui, par exemple, s'il y a des marqueurs qui sont produits par l'ANSSI en France, vous voudriez quand même les intégrer dans vos produits, mais certains produits ne le supportent même pas. Donc ça, c'est, à mon avis, je dirais un des points noirs actuellement. Les gens partagent, les organisations ont des moyens de partager, il y a des moyens de structurer, on voit que ça évolue dans le bon sens. Mais des fois, en bout de chaîne pour l'automatisation, il manque encore quelques éléments. J'espère qu'il y aura peut-être moins de batailles entre certains fournisseurs de logiciels et d'équipements pour au moins avoir des API qui sont communs. D'accord. Peut-être une réaction, Cyril, sur le sujet ou... Alors, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Même sur ce point-là, je pense que il y a quelques années, s'attaquer au sujet, c'était pas simple parce que c'était vraiment un sujet d'experts sur lequel l'interprétation des experts donnait toute la valeur aux renseignements qui pouvaient être manipulés. Aujourd'hui, les outils comme MITRE-ATT&CK qui permettent d'avoir un langage commun, une lecture commune sur ce qu'on vient de détecter, c'est quelle étape de l'attaque, ça correspond à quoi, etc. Je trouve que ça donne un accès à ce sujet qui est plus simple pour beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations souhaitent bénéficier de toute cette valeur du renseignement, souhaitent automatiser pour homogénéiser leur défense, pas avoir une super détection mais une prévention toute nulle. Donc ils souhaitent vraiment aller vers cette partie automatisation. Toutes les organisations ne se dotent pas d'équipes d'analystes threat intel, mais avec tous ces outils qui permettent de structurer le renseignement, ça devient accessible et ils peuvent déjà être consommateurs et faire partie d'une communauté de partage. Donc on a énormément progressé techniquement, de standard en standard. On en a toujours le prochain, mais au moins ça a vraiment énormément progressé. Alors Cyril, je comprends également qu'il y a, quand on a préparé cette table ronde, qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées dans différents secteurs d'activité pour développer le partage. Est-ce qu'on peut élaborer un peu sur le sujet? C'est aussi quelque chose qui est en constante évolution. Alexandre en a parlé tout à l'heure, il a cité un certain nombre d'initiatives de partage. Je dirais qu'il y a plusieurs logiques de partage qui se sont mises en place. La première, historiquement, peut-être la plus naturelle, c'est de dire si on fait le même métier, probablement on gère un risque qui est assez proche, puis on a probablement les mêmes adversaires. Donc si on partage ce qu'on a découvert sur des attaques, on peut peut-être gagner du terrain sur les adversaires. Donc ça, la notion d'ISAC dont Alexandre parlait tout à l'heure. Donc on va avoir des ISAC pour la finance, des ISAC pour chacun des différents secteurs, parce qu'ils s'intéressent à des menaces qui correspondent à ces secteurs d'activité-là. Donc ça fait sens. Et d'ailleurs, il y a donc les ISAC pour la plupart sont payants, mais il y a une logique qui s'est mise en œuvre assez vite, qui était de dire le coût de l'abonnement à l'ISAC dépend du chiffre d'affaires que vous générez. Ainsi, les petits pouvaient bénéficier du même niveau de renseignement et de collaboration que les plus gros. On était déjà dans une logique très très intéressante de partage sur l'aspect économique, j'entends. Peut-être utile de préciser ce que sont les ISAC. Tout le monde n'est pas peut-être complètement... ce sont des associations de partage de renseignements. Le principe, c'est que vous vous abonnez à un flux de renseignements qui correspond exactement à votre secteur d'activité. Et je vais faire un raccourci, vous me corrigerez, messieurs, si j'ai complètement faux, mais la plupart des éléments de renseignement qui sont distribués à l'ensemble des abonnés sont issus d'incidentologies constatées quelque part dans le même métier, en fait. Donc on n'est pas que consommateur. Quand on appartient à un ISAC, on est censé faire des remontées d'informations pour qu'un service central puisse
corrélés, redistribués très très vite. Ça permet par exemple de voir que sur un secteur d'activité, on a une attaque qui commence sur une partie du globe et très très rapidement, on peut informer l'autre partie du globe qu'on a une déferlante qui arrive. Et on a des ISAC qui se créent assez régulièrement sur des domaines d'activité particuliers. Il y a une approche qui était plutôt globale. Maintenant, on a un peu de la régionalisation aussi. Mais la logique reste celle-là. On fait le même métier, donc on a un intérêt à être dans une même communauté de partage. Des nouveaux besoins arrivent aussi dans cette même logique. Ça ne s'appelle pas encore ISAC, mais il y a un projet actuellement auprès de l'association ASRG, qui est l'association de partage de renseignements du domaine automotive ou automobile. On va dire qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants d'automobiles livrent plus vraiment des autos, mais des ordinateurs sur roue. Donc, ils sont désormais dans l'obligation d'avoir un P-Cert, c'est-à-dire une organisation qui va être capable de vous dire la machine que je vous ai livrée, elle a potentiellement telle ou telle vulnérabilité. Donc voilà, on n'est plus sur une boîte mécanique fermée. Il y a beaucoup trop d'informatique, il faut un P-Cert. Donc c'est un nouveau métier pour tous les fabricants d'automobiles et puis les équipementiers. Et ils sont en train de se structurer autour de ça, gérer des notions de vulnérabilité sur des composants qui sont embarqués dans un véhicule autonome. C'est très nouveau. Pour pas tous redémarrer de zéro, démarrer de zéro sur ce sujet-là, ils ont créé une association de partage d'informations qui correspond au renseignement qui est manipulé par leur P-Cert. Ça pas grand-chose à voir avec le renseignement qui est partagé dans les autres ISAC, mais c'est une initiative qui est assez récente, parce qu'il y a l'obligation aussi d'avoir un P-Cert pour ces industriels-là, est relativement récente. Donc on voit les choses bouger, mais avec la même logique là, qui est cette première approche, on fait le même métier, on devrait partager. Après, il y a eu des initiatives assez différentes qui sont... on habite le même pays, on devrait partager. Je vais citer CSSA.de, qui est un partage qui est fait avec du MISP d'ailleurs. Et c'est une quinzaine de très grandes sociétés allemandes qui ont décidé de partager parce qu'ils sont tous allemands. Donc probablement le fait qu'ils soient tous allemands aussi fait qu'ils ont un certain nombre d'adversaires communs et qu'il y a un certain nombre de menaces qui sont bonnes à partager. Et la plupart d'entre eux d'ailleurs sont sur un ISAC vertical qui correspond à leur industrie, plus sur le partage national, parce qu'on peut peut-être gagner aussi en partageant nationalement. En France, on a une initiative qui a 2 ans maintenant, qui est une association qui s'appelle CIXA, je vais leur faire un petit peu de publicité, CIX-A. C'est une association qui est un peu dans cet esprit, même si je pense qu'elle a la vocation à sortir des frontières françaises, mais avec une idée un petit peu différente, qui est de dire, en fait, on va mettre en commun du temps d'analystes de renseignement. Si des grands membres de l'association ont des analystes de renseignement qui peuvent passer un petit peu de temps sur une plateforme centrale qui est partagée par tous, on va pouvoir créer des rapports extrêmement détaillés avec beaucoup de contexte et puis les repartager à l'ensemble des membres de l'association. L'idée derrière ça, c'est que les grands contributeurs arrivent avec leurs analystes et apportent énormément de valeur. Et puis peut-être des plus petits adhérents qui n'ont pas d'analyste de Threat Intel à temps complet vont contribuer beaucoup moins, mais on va aussi bénéficier de la même qualité de renseignement. On est toujours sur cette même logique. Et puis la notion qu'on voit arriver aujourd'hui, qui, à mon avis, va s'accélérer, c'est plutôt une démarche de partage de renseignements sur une chaîne de fournisseurs. Donc moi, je suis un très grand groupe, j'ai un métier donné, donc j'ai tous les partages dont j'ai parlé avant, déjà à mon niveau. Je suis bien organisé, j'ai mis en place la collaboration dans mes secteurs, dans mes différents silos, ça marche. Mais j'ai des fournisseurs, ils sont pour certains assez petits, ils n'ont pas forcément les mêmes capacités. Et du coup, je peux créer une communauté pour partager avec eux le renseignement que moi j'ai généré. Je vais réduire énormément mon exposition au risque, notamment sur des attaques de type supply chain, parce que c'est mon écosystème très proche, et puis si j'en ai un qui s'écroule, je peux peut-être pas être en mesure de continuer à produire à mon niveau. Donc d'un point de vue industriel, ça fait sens. Ça fait sens dans tous les domaines. Alors je vais donner un exemple qui est public, mais qui correspond un peu à ça, et puis je sais qu'il y a au moins un acteur dans la salle qui va hocher la tête. Le ministère des Armées a signé une convention défense avec ses principaux fournisseurs
pour faire exactement ça. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, le ministère des Armées a une grande capacité d'anticipation. Certains des industriels qui l'entourent ont aussi une très grande capacité d'anticipation et de partage interne. Là, ils ont mis en place et structuré ce qui va devenir un partage dans l'écosystème qui fournit des capacités techniques au ministère des Armées. Je vais refaire de la publicité parce que je crois que l'échange est techniquement aussi porté par une technologie MISP. Merci. Je me tourne vers Alexandre. Peut-être serait-il intéressant aussi pour illustrer un peu mieux cette collaboration, comment concrètement la collaboration se met en place au niveau international aussi, à partir d'une alerte qui est donnée par un SOC. Parce qu'en fait, des fois on parle souvent de sécurité proactive ou en tout cas de partage d'informations proactif avec l'information qu'on reçoit, des indicateurs, des traces, etc. et on va le détecter. Mais souvent il y a aussi de la collaboration qui est basée sur après l'incident, c'est-à-dire durant l'incident ou lorsqu'on a l'indicateur et on a la détection et donc du coup on est une entreprise, une organisation et là on doit collaborer pour traiter l'incident, donc pour faire de la réponse sur incident. Et là ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit une évolution aussi à ce niveau-là. Par exemple, une des approches que nous on voit en ce cas au Luxembourg et en Europe, c'est beaucoup d'incidents sont avec plusieurs partenaires. Il arrive d'avoir 1, 2, 3 ou 4 CERT qui travaillent sur le même cas. Ça peut être un CERT privé, un CERT à vocation publique. Et ce qui se passe, c'est que on doit coordonner les activités lors de la réponse sur incident. Donc ça peut être par exemple la collection d'évidence. Pour ceux qui font de la réponse sur incident, la collection d'évidence peut être une activité qui peut se dérouler avec une certaine douleur, parce que ce n'est pas facile. Mais la collaboration et les outils qu'on utilise, en fait, en général, peuvent être utilisés pour aussi la collection de données et la collection des évidences. Et donc ce qu'on voit pour les incidents à une échelle importante, ou par exemple des incidents sur du ransomware qui sont sur des entités européennes ou autres, on voit en fait cette collaboration qui s'étend sur la collection même de l'évidence durant le travail de l'investigation. Et même la remontée, avant la remontée se faisait un peu, je dirais, avec un délai, puisqu'il y avait un rapport forensique, l'analyste travaillait sur le rapport, après un analyste allait analyser le rapport et recréer un événement dans une des plateformes de partage d'informations, mais le problème c'est que ça prend du temps. Et ce qui se passe c'est que maintenant il y a des gens qui rapportent et qui font l'analyse directement dans la plateforme de partage et changent le niveau de partage suivant l'état d'évolution de l'incident. Donc au niveau collaboration et au niveau des incidents, etc., on voit cette évolution qui arrive, en tout cas nous on la voit, et ça permet en fait de réduire encore, et c'est encore cet espace de temps, puisque l'attaquant est toujours plus rapide, mais c'est vraiment de réduire ce temps où on a l'incident, on peut travailler sur les indicateurs en même temps que l'incident continue. Parce que si je vois un nouveau cas de ransomware ou un nouveau cas spécifique d'attaque ciblée, peut-être que les indicateurs qui me sont partagés ont vraiment une durée de vie très courte, ou par exemple je vais avoir des règles spécifiques pour aller chercher des events Windows ou autres qui ont vraiment une durée de vie assez courte. Eh ben, je veux les utiliser le maximum de temps, je veux en profiter le maximum de temps possible, donc les partager le plus tôt possible, c'est important. Donc on voit cette évolution de collaboration sur le fait que le partage se fait souvent même durant l'incident. Pour la collaboration, par exemple, internationale, si je prends le cas de FIRST ou par exemple du réseau de CSIRT, donc il y a un réseau pan-européen qui est dans le cadre d'une directive européenne qui s'appelle la directive NIS, que sûrement certains d'entre vous connaissent. Les CSIRT nationaux partagent de l'information activement là-bas et travaillent sur les incidents. Et là, on voit aussi cette tendance où l'activation de la réponse sur incident se fait plus tôt. Et plus à la fin de l'analyse et de l'investigation, mais vraiment durant le travail d'investigation ou même de collection d'évidence. Je me tourne vers Fabien. Là, on a parlé rapidement tout à l'heure de bug bounty et puis voir comment les hackers éthiques pouvaient aider. Quelle est l'expérience que vous avez mise en place chez ManoMano et en quoi ça vous a apporté finalement ? Effectivement, juste avant de commencer, tout à l'heure je vous ai parlé de la nécessité de l'humain dans la collaboration interne pour la rendre efficace et pérenne dans l'organisation. En gros, le gros gain de ça, c'est qu'une fois que vous avez monté ces bases-là, effectivement, cette collaboration efficace va vous permettre de prendre les meilleures décisions et donc de déployer une stratégie de cybersécurité beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement.
et derrière va dégager du temps pour cet élément qui est crucial, et on en parlait, de la collaboration externe. Effectivement, c'est un élément crucial parce que vu aujourd'hui cette croissance exponentielle des menaces, des techniques d'attaque et de tout ce qui se passe dans ce monde de la cybersécurité, on ne peut pas le faire seulement avec une équipe interne, même si on essaie de la doubler tous les ans, on n'arrivera jamais à suivre toutes ces nouveautés et toute cette nouvelle façon de faire. Et donc la collaboration externe est cruciale. Et un des éléments de collaboration, effectivement, ça a été de faire très tôt chez ManoMano du bug bounty. Alors, pour deux raisons. Pour une raison principale, c'est que le bug bounty s'approche de notre principe de l'offensif, hein, c'est-à-dire de penser comme un attaquant avant de penser comme un défenseur. Donc une fois qu'on a mis cette culture au sein de l'organisation, on a fait très tôt du bug bounty pour effectivement déjà étendre indirectement notre équipe de sécurité, travailler avec des hackers éthiques, être challengé et être remis en question en continu et collaborer pour partager l'ensemble de ces informations-là et nous aider à travailler notre niveau de maturité et à l'améliorer en fonction des menaces. Et aujourd'hui, dans l'équipe sécurité, il y a, comme je l'avais dit, une bonne partie de hackers éthiques. Et donc, on a énormément utilisé, et on en fait encore aujourd'hui, du bug bounty pour déployer cette stratégie et cette volonté d'avoir une cybersécurité transparente et aussi avec de la valeur pour l'entreprise. Et ça nous a permis, au final, concrètement, de démontrer aux collaborateurs la culture qu'on a mis en place, de raconter des histoires. Quand on parle de ce qui est trouvé en bug bounty, voilà, c'est des choses aussi réelles, ça a du sens par rapport aux éléments qu'on avait construits avec eux, donc ça permet aussi de raconter des histoires réelles aux développeurs, de faire rencontrer les hackers éthiques avec les développeurs, voilà, toujours pareil, d'avoir l'humain au milieu et de comprendre ces éléments-là et cette volonté de collaborer, cette fierté aussi de pouvoir détecter le plus tôt possible et de les corriger aussi rapidement. Donc voilà, toujours avec cette démarche voilà, on va travailler sur des choses concrètes, réelles, mais sur ces choses-là, on va essayer d'être très bon et de le faire du mieux possible. Donc oui, on a une forte aujourd'hui collaboration externe avec ces communautés de hackers éthiques qui correspondent à notre philosophie et qui nous permettent au quotidien aussi de se remettre en question et de se challenger. Après, en collaboration externe, on en fait aussi beaucoup avec les autres entreprises dans un premier temps de notre écosystème, donc on va dire les autres e-commerçants. Pourquoi ? Parce qu'au final, les équipes sécurité des autres e-commerçants ont les mêmes enjeux. On a des menaces très similaires, on a des problématiques aussi internes très similaires, donc ça permet de partager, de dire effectivement nos succès et nos échecs et donc de gagner du temps. Et même chose, de partager pour qu'on soit plus efficace et surtout qu'on se concentre sur les vraies choses, et, les vraies menaces et les vrais risques, et d'y répondre de la meilleure des façons. Et ce qu'on essaye de faire souvent, c'est qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Et on a plutôt une théorie on essaie d'avoir le plus de hackers éthiques de notre côté que de hackers malveillants contre nous. Donc, d'où la collaboration externe qui est très très importante pour augmenter cette capacité d'expertise, de réflexion et d'entraide. Et après, on a un autre type de collaboration externe qui va jouer un autre rôle, mais qui est aussi très importante. C'est une collaboration externe avec des écoles, typiquement pour effectivement accompagner des étudiants sur la partie cybersécurité, faire des ateliers, faire des cas pratiques et accompagner effectivement les écoles à développer un peu ces formations et ces spécialistes, tout en discutant aussi très ouvertement avec eux. Ils apportent aussi des choses nouvelles ou des choses différentes pour le voir, et puis on se rend compte aussi qu'ils sont au courant de beaucoup de choses. Donc c'est aussi un gros plus. Donc il y a un gros travail avec les écoles. Et le deuxième élément, c'est un élément plus collaboration externe, mais on va dire pour donner une mission un peu plus sociale à la cybersécurité et essayer de le faire jouer dans un monde plus global. Et puis on passe beaucoup de temps et on a lancé ces derniers mois une pratique qui s'appelle Hack for Value, qui nous permet de faire du bug bounty gratuit, solidaire pour les associations. Donc au final, on va appliquer ce qu'on fait, on va le partager, mais on va le partager avec les ONG, les associations de toute taille. Donc on va faire les hackers éthiques, donc de ManoMano plus une communauté de hackers éthiques. On va travailler dans ce sens-là pour aider les associations qui ont les mêmes enjeux que les entreprises, voire encore plus critiques sur certains aspects, les accompagner dans cet élément-là. Et cette collaboration externe va apporter indirectement du sens, une mission un peu plus sociale dans ce travail-là qui est souvent pas obligatoirement mis en lumière, donc ça va bien de le mettre en lumière, de motiver les gens, de donner la fierté et de leur faire un cercle vertueux de façon globale.
parce que ce genre de pratique, je pense que dans les prochains mois, on va l'ouvrir plus largement à d'autres équipes sécurité pour en faire une communauté forte et comme je le disais, d'avoir le plus de hackers éthiques, on va dire, avec nous que d'hackers malveillants contre nous. Donc la collaboration externe est cruciale. Souvent, on manque de temps pour le faire. Donc je rebondis sur ce qu'on a pu dire. Effectivement, l'automatisation est un sujet très important parce que indirectement, ça va apporter de l'efficacité, mais on gagne aussi du temps pour se concentrer sur la collaboration externe. Et encore une fois, la collaboration externe, il y a un gros levier humain qui prend du temps, mais qui a un retour sur investissement très important. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on s'efforce de travailler pour apporter les meilleures réponses. Donc voilà sur cette partie-là. Oui, ces aspects-là, effectivement, sont essentiels, rendent plus humain la sécurité. Un point, Benjamin, concernant, puisqu'on parle de partage, il y a peut-être un paradoxe, parce que dès lors qu'on parle de partage, n'est-on pas dans un domaine où on ne peut pas tout partager? Donc comment gérer finalement ces informations et finalement la confidentialité et conserver la confidentialité de certaines informations? Alors, on a coutume de dire à l'ANSSI qu'un marqueur ne s'use que si on s'en sert. Donc, l'ANSSI n'engrange pas façon écureuil de la connaissance sur la menace uniquement pour la beauté du geste. Cette connaissance qu'elle capitalise, elle la partage avec différents cercles de partenaires, plus ou moins restreints en fonction de la sensibilité de cette connaissance, de ces indicateurs, parce qu'effectivement certains sont très sensibles. Donc elle la partage et elle utilise aussi cette connaissance. Comme je disais, on utilise cette connaissance, on la déploie dans des dispositifs de détection pour tenter de repérer des attaquants. Ce faisant, que ce soit en partageant avec des tiers ou en utilisant ces marqueurs, on sait qu'on expose cette connaissance, qu'on l'expose potentiellement à l'attaquant. Et donc, oui, effectivement, ça ne nous empêche pas de partager et d'utiliser ces informations, mais il faut encadrer à la fois le partage avec des tiers et l'utilisation qui en est faite. Donc depuis longtemps, l'ANSSI utilise les fameux marqueurs, le marquage TLP qui est largement utilisé au sein des CERT pour définir une politique de repartage des informations sur la menace. Prochainement, dans les productions ANSSI, cette information sur le partage sera complétée d'une information sur l'utilisation qui peut être faite des marqueurs. Donc typiquement, avec cette politique d'usage des marqueurs, le destinataire de la connaissance saura si ce marqueur peut faire l'objet exclusivement d'une recherche, par exemple dans des journaux sur une infrastructure totalement maîtrisée, si ce marqueur peut faire l'objet de recherches en source ouverte, par exemple, si ce marqueur peut être utilisé pour mettre en place des mesures de blocage. Mais en tout cas, cette information est communiquée au destinataire et c'est absolument essentiel pour préserver la confidentialité de la connaissance sur la menace, qui effectivement, si elle tombe dans les mains de l'attaquant, a tendance à la rendre complètement obsolète. Donc voilà, aujourd'hui, les productions de l'ANSSI en matière de connaissance sur la menace mentionnent la politique de marquage. Prochainement, dans les mois à venir, ce sera complété avec de l'information sur l'usage autorisé de cette connaissance. Il est peut-être... je ne sais pas si Alexandre, tu veux compléter ou... J'avais une question pour Benjamin. Est-ce que c'est le modèle PAP ? Oui. Ah, ok, excellent. Donc en fait, c'est un modèle qui est... C'est intéressant parce que et je te rejoins sur ça parce que si on a de l'information et que les gens l'utilisent de façon inconsciente, bah en effet, elle va atteindre l'attaquant ou peut avoir des effets de bord non escomptés au départ. Ce qui est intéressant, le modèle PAP, ça a été inventé et créé par la Bundeswehr. Donc c'était l'armée allemande qui avait exactement ce problème-là sur des marqueurs très très sensibles. Et ce qu'on voit, et ce que je trouve très intéressant ici, c'est que le modèle PAP commence à être utilisé de façon assez large.
Donc si vous êtes intéressé par ce modèle-là, il est dans les taxonomies de MISP, qui est réutilisé dans plein d'outils existants comme The Hive, OpenCTI et autres. Et vous pouvez en fait utiliser ces tags-là dans n'importe quel outil libre. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que maintenant il y a cette granularité de se dire ok, j'ai l'information, est-ce que je peux faire une recherche sur VirusTotal ou est-ce que je dois juste le regarder dans mon SIEM. Donc là, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un point clé et que l'ANSSI l'introduit, c'est vraiment, ça montre bien que au final, on a de l'information qui est de plus en plus actionable ou qu'on peut traiter et faire quelque chose avec. Donc l'initiative, et je crois que c'est aussi il y a encore quelques étapes à faire, c'est dans pas mal d'outils, c'est que ce soit incorporé. C'est que quand vous avez TLP Amber et PAP Red, peut-être ne pas uploader le sample sur VirusTotal est une bonne chose. Mais je crois que ça évolue dans le bon sens, donc c'est une bonne chose au niveau collaboration. Grand merci. Je vais vous passer la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, ici. Alors, monsieur va vous apporter un micro. Dans des secteurs très concurrentiels, il peut y avoir des réticences à ce que les équipes sécurité mettent en place des processus de collaboration, de partage d'informations, qui plus est de les automatiser. Donc quelle démarche vous proposeriez, quels arguments vous auriez pour convaincre des top management vintage? Qui veut s'exprimer, Alexandre? Je peux parler sur un cas qui est semi-public, en tout cas, comment ils collaborent. Je suppose que tout le monde se souvient de l'incident d'Aramco. Un pays tiers qui n'aimait pas trop l'organisation a décidé de détruire plus ou moins tout. Et beaucoup d'industriels dans le secteur pétrolier se sont posé la question, mais est-ce que nous, potentiellement, on peut avoir le même genre de risque? Et à l'époque, c'était une des toutes premières discussions de se dire, est-ce qu'ils ont créé une sorte d'ISAC privé au tout début sur partager de l'information? Et en effet, c'est une activité hyper concurrentielle. Entre Exxon et Aramco, ce n'est pas les meilleurs amis. S'il y a un point de forage à faire, il y aura une certaine priorité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont vu l'intérêt de le faire. Ils ont vu l'intérêt parce qu'ils se sont dit, la perte que je risque d'avoir, une perte totale d'opérationnel sur la production pétrolière pendant 6 mois ou 3 mois, le coût est tellement important, donc c'est une question de coût-valeur, se dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup de partager, etc. Et je connais un peu le groupe, et ce groupe existe toujours, ils partagent l'information. Ils partagent beaucoup d'informations sur des risques physiques. Donc ce n'est pas d'office des risques cyber, sécurité et autres, mais c'est des risques physiques. Mais à ma connaissance, je sais que dans certains cas, il y a eu des discussions avec certains pétroliers sur la question du coût et de se dire, là, c'est une information que je ne partage pas, parce que j'ai un avantage concurrentiel dessus. Mais ils font des calculs tout simplement en se disant cette vulnérabilité-là va me coûter beaucoup plus cher que de partager l'information à propos. Par exemple, ils partagent beaucoup d'informations sur les équipements SCADA, donc sur les vulnérabilités logicielles, de toute façon qui vont être quand même publiques à un moment donné. Donc ils savent que c'est un intérêt pour eux parce que ce qu'on voit dans ces groupes-là en général, tu parlais de CSSA qui est un groupe dans ce sens-là où c'est assez intéressant de voir qu'à un moment donné, quand il commence à avoir 2 ou 3 qui partagent l'information, ils se rendent compte que les autres ont un intérêt aussi à récupérer l'information, mais que si vous partagez, les autres auront tendance aussi à partager certaines informations sur des vulnérabilités qu'ils ont vues, etc. Et d'avoir un avantage, au final, aussi concurrentiel. Pas spécialement dans le domaine, mais enfin concurrentiel dans le marché en général. Donc, je crois qu'il y a, en effet, il y a ce problème-là qui existe, mais dans certains cas, le problème ne se pose plus, puisque d'un point de vue coût-bénéfice, c'est vite calculé. Donc, de ce que j'ai vu dans certains secteurs d'activité, ça marche plutôt bien. Connaissant un peu votre secteur d'activité, ça peut être plus problématique. Donc, je sais que dans certains secteurs, par exemple dans le secteur financier, je sais que sur certains sujets, par exemple, les sujets d'échange d'informations sur les comptes en banque pour les mules, là, en général, les banques, dans certains secteurs, sont prêts à le partager sans aucun problème. Juste pour des questions juridiques, des fois, c'est un problème. Mais par contre, sur d'autres raisons qui sont peut-être stratégiques ou autres, là, en effet, ils auront tendance à limiter le partage. Donc, peut-être que quelqu'un veut compléter. Non, effectivement,
déjà, je pense qu'avant d'être transparent à l'externe, il faut être très transparent en interne. Il faut prôner la transparence en interne. Et la transparence en interne, c'est pas juste la transparence à un meeting ou autre, c'est vraiment d'être très transparent quand il y a un incident de sécurité, quand vous découvrez des vulnérabilités de sécurité, voilà, les présenter au company meeting ou avoir une page publique en interne. Après, où il faut être déjà très transparent et essayer de mettre cette notion de transparence et mettre de la lumière. Et effectivement, cacher, retirer ce mode secret qui a été, je pense, longtemps un frein à la performance de la cybersécurité. Et donc déjà, prenez et soyez exemplaires sur la transparence interne, transparence avec l'exécutif aussi. Typiquement de dire, voilà, il y a eu telle vulnérabilité, on l'a trouvée, elle a permis de faire telle chose, il y avait un impact majeur, mais dans 9 fois sur 10, vous allez lui expliquer que vous avez trouvé tel sujet grâce à une collaboration externe. Parce qu'il y a quelqu'un du bug bounty ou un chercheur externe qui vous a mis soit la puce à l'oreille, soit vous a donné un début d'exploitation qui vous a permis de vous le compléter en interne. Et voilà, vous allez lui démontrer que la collaboration externe a été cruciale pour cette vulnérabilité. Et c'est soit on se ferme à l'externe et ces vulnérabilités auraient été exploitables avec un impact majeur pour l'entreprise, ou soit on collabore. Mais je pense que le premier truc avant de forcer la transparence externe et la collaboration externe, c'est d'être exemplaire en interne, vraiment prôner et puis aller vraiment pousser à l'extrême la transparence, parce qu'au final, il n'y a rien à cacher. Et après, derrière, vous allez réussir à apporter et à montrer aux exécutifs, aux dirigeants, la valeur de collaborer en externe et d'être transparent avec des équipes sécurité, effectivement du même secteur. Et puis après, surtout, vous allez surtout chercher l'efficacité, vous allez lui montrer que telle équipe sécurité a les mêmes enjeux que vous, les mêmes menaces, les mêmes impacts. Donc, on va juste être plus rapide, plus efficace et plus performant. J'aime bien l'expression direction vintage. Je pense que moi, je fais partie des plus très jeunes non plus de cette table-là. Donc, ça fait quelques années maintenant que je travaille dans ce domaine et je comprends bien ce qu'il y a derrière cette notion-là. Et du coup, ce que j'ai vu, moi, évoluer, et ce qu'on peut projeter assez facilement, et mesurer déjà, c'est l'évolution du risque cyber dans le risque global d'une organisation. Et on a passé 15 années qu'on n'aurait pas pu prédire, en fait. Aujourd'hui, le risque cyber, il est tout en haut. Et les pires scénarios d'attaque qu'on imagine tous depuis une quinzaine d'années se réalisent sous nos yeux de 6 mois en 6 mois. SolarWinds étant probablement des choses sur lesquelles on a bu des verres de vin et discuté déjà il y a 15 ans. Donc ce que je veux dire derrière ça, c'est que le débat est plus là. On va se retrouver devant des attaques qui vont mettre des très grandes entreprises à genoux et elles ne vont pas se relever. Ça va être fin de l'histoire. Donc pour les motiver, je pense qu'il faut regarder plutôt sur l'analyse de risque, leur montrer ce que c'est que l'analyse de risque et le risque cyber dans le poids global du risque géré par la société, et leur peut-être pointer du doigt quelques exemples, et on en aura malheureusement de plus en plus, oui, où c'est pas juste, ça va pas ralentir l'activité ou nous embêter pour un temps, ça peut juste changer complètement la donne par rapport à un marché ou déclarer la fin de vie d'une société ou d'une activité. On en est là aujourd'hui, donc le risque est grave. Il faut parler aux dirigeants vintage comme ça. Bien, je crois qu'on arrive au terme de la table ronde. Est-ce qu'il y a une autre question, une petite dernière question qu'on prendrait ? On va vous passer peut-être le micro pour les gens qui sont à distance. Oui, excusez-moi. Donc, pour rebondir un petit peu sur cet aspect de direction vintage, en fait, on a parlé là de collaboration finalement interne entre plusieurs services, mais côté cybersécurité. On a parlé de collaboration externe, mais avec d'autres services dans d'autres structures. On a aussi une problématique peut-être de collaboration interne, mais auprès d'autres acteurs. Là, on parlait d'exécutifs. On va avoir également les problématiques avec on avait parlé du RGPD, tout ce qui est remonté quand on a des violations de données personnelles. D'après vous, est-ce que vous identifiez des outils, ça peut être de l'automatisation, c'est peut-être de la communication, qui permettent finalement d'améliorer cette collaboration qu'on peut avoir en interne dès lors que côté cybersécurité, on arrive à détecter des choses, mais à quel moment et comment on fait remonter, parce que malheureusement, c'est encore un peu vintage aussi, souvent c'est des mails, des appels, il n'y a pas encore en tout cas, même dans des gros groupes, on ne trouve pas forcément cette manière de remonter l'information tant à l'exécutif qu'au DPO ou à des juristes éventuellement, cette population-là. Je vais donner un exemple qui peut être intéressant pour vous. On a pas mal d'utilisateurs de notre plateforme MISP en Allemagne qui sont les constructeurs de voitures.
c'est une activité assez importante en Allemagne, et ils ont une structuration qui est assez intéressante. En fait, tous les constructeurs de voitures ont des banques et la partie opérationnelle. Donc la partie bancaire a des contraintes assez spécifiques de risque, donc ils ont une séparation qui est assez claire entre les deux structures, mais ils doivent avoir une information sur les risques qui sont associés aux données industrielles et autres, sans pour autant participer aux incidents. Et donc ce qu'on a vu, et je trouvais ça très futé de leur part, c'est qu'ils ont déployé une plateforme qui récupère uniquement les rapports d'incidents. Ils n'ont pas la capacité à contribuer, mais ils ont un rôle un peu d'auditeur, c'est-à-dire qu'ils regardent les incidents qui ont eu durant les dernières années. Ils ont un accès, en fait, et là on revient sur la transparence que vous mentionnez tout à l'heure, hein. Ils ont vraiment accès aux données concrètes, techniques, avec un peu plus de rapports, un peu plus stratégiques, parce que des fois ils ne peuvent pas l'évaluer eux-mêmes, mais ça leur permet d'avoir une vue dessus et de se dire quels sont les risques. Et là, ils ont des questions de compliance sur la partie risque. Ben là, ils ont des données concrètes. Parce que souvent, la partie compliance, c'est évaluation de risque, et souvent une évaluation un peu, je ne veux pas dire douteuse, mais une évaluation qui est faite sur des valeurs qui n'existent pas, où on fait des matrices avec des valeurs un peu hors normes. Mais si vous avez des données qui sont concrètes, par exemple qui viennent de votre CERT, qui viennent du SOC avec les données, là, vous pouvez les utiliser pour montrer un peu l'évolution au niveau sécurité de l'entreprise, mais aussi valider et en tout cas évaluer votre risque. Parce que faire une analyse de risque sans avoir un historique d'incident, bon courage. Ça reste du vocal pick, comme on dit en Belgique. Sur ce point-là, donc on parlait tout à l'heure de structurer la donnée pour qu'elle corresponde vraiment aux usages qu'on a au sein de l'organisation. Et du coup, c'est super intéressant de structurer la donnée en y intégrant le contexte qui peut intéresser certains départements qu'on n'avait pas forcément comptabilisés au départ dans les consommateurs du monde IT et de la cyber. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les implémentations très abouties dans les organisations, quelles que soient les technologies utilisées, qui visent à collecter et apprendre des différents départements pour faire progresser le renseignement interne, c'est-à-dire leur connaissance de la menace qui concerne directement l'organisation. Tout ça démarre au départ par une partie automatisation pour une collaboration très technique, donc ça ne concerne pas forcément les dirigeants, les DPO et autres, mais très vite on obtient grâce à cette collaboration plus de contexte qui est propre à l'organisation, et du coup il y a des demandes qui arrivent immédiatement, qui est de la création de dashboards juste pour monitorer avec le niveau de contexte qui parle à son propre métier ou sa propre qualification, pour avoir une vue sur ce qui se passe d'un point de vue cyber. C'est, on va dire, une vue très très vulgarisée de l'état d'exposition à la menace qui puisse être lue par un décideur qui n'a absolument aucune compétence cyber. Et c'est une demande qu'on voit énormément sur toutes les implémentations matures, parce qu'il faut aussi communiquer en interne, en effet. Et quand on va, je vais exagérer ou noircir le trait, mais quand on va faire une demande si on se doit de faire une demande de couper un service commercial de vente en ligne, on a intérêt d'avoir 2-3 arguments et une vraie crédibilité avant de faire cette demande-là. Je ne vais pas juste l'expliquer techniquement. Donc le fait de pouvoir proposer des dashboards de suivi à l'ensemble des acteurs qui entourent la technique, c'est assez intéressant aussi pour leur montrer qu'on fait partie de l'équipe et qu'on leur pousse de l'info qu'ils peuvent lire. Si je peux juste rajouter, parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et quelque chose que j'ai pu constater, que j'essaye de faire. Voilà, au final, on parle de collaboration pour la cybersécurité, mais c'est un sujet d'entreprise sur plein d'autres domaines, plein d'autres sujets. Tout le monde a ce travail-là de comment rendre la communication efficace et la collaboration efficace et instaurer cette culture. Et au final, essayer de s'intégrer, au final, de ne pas rajouter à côté à chaque fois une communication cybersécurité, quelque chose de spécifique à chaque fois, parce que les employés reçoivent des millions d'informations, énormément de choses, et donc c'est très difficile. Et surtout à maintenir. Ça peut marcher peut-être les premiers mois, après c'est dur à maintenir. Et je le vois dans mon expérience chez ManoMano. Je suis arrivé au début, la première année, on peut faire plein de choses, mais en vrai, le défi, c'est pas de construire, mais c'est comment de maintenir cette culture, cette communication et tout. Et ce que j'essaye de faire, et j'ai pas encore la recette, et je dis pas que c'est facile, c'est en vrai, essayer de toujours penser intégrer à l'entreprise, intégrer vos communications dans l'entreprise, utiliser les mêmes systèmes, les mêmes outils au maximum quand on peut le faire, mais je pense qu'en se forçant à chaque fois on y arrive, mais
de ne pas essayer de faire à chaque fois mettre des outils en plus à côté ou des systèmes en plus. On peut rajouter des choses en back, mais en front, ou ce qui va être visuel ou important pour le collaborateur, que ça utilise le même channel, le même flux et autres. Et c'est quelque chose que je conseillerais, c'est de l'intégrer au maximum, parce qu'on dit on veut que la sécurité soit un sujet d'entreprise et que tout le monde l'incarne, mais si on met tout à côté, toujours en spécifique et à part, c'est plus difficile à faire. Mais ouais, ça serait de l'intégrer au maximum. Mais c'est pas facile, c'est facile à dire, mais à faire au quotidien, c'est pas simple, mais ça serait un des éléments. Bon, il me reste à remercier l'ensemble de nos invités pour avoir contribué à cette table ronde. On le voit, le sujet de la collaboration, c'est un sujet essentiel. La collaboration au niveau international, la collaboration au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau sectoriel, au niveau associatif. Et tout ça est en train de se structurer et se développer de manière importante. Et on voit que c'est aujourd'hui une nécessité pour lutter contre les attaques, répondre aux attaques, mieux connaître tous ces éléments-là. Voilà, écoutez, grand merci pour votre participation. Merci à vous tous. Et puis, bonne continuation pour cet après-midi. Au revoir.